Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité de ce dimanche. Ce dimanche, chers amis internautes fidèles de l'invité, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Joachim Adiagbessi. Il est professeur certifié de philosophie, il est chargé de mission du président de la République, il est également acteur politique. Bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Alors, avec lui, chers amis internautes, nous allons parler des 100 premiers jours de gouvernance du second quinquennat du président Patrice Talon. Nous parlerons également des grandes réalisations attendues pour le second quinquennat du président Patrice Talon. Alors, d'entrée de jeu, Joachim Adiagbessi, dites-nous, en 100 jours, qu'est-ce qui a été fait par Patrice Talon pour le compte de son second quinquennat? Merci, M. Achirou, m'avoir donné cette opportunité pour me prononcer encore une fois sur les réalisations du gouvernement du président Talon. Bon, nous savons que le premier mandat a pris fin et le deuxième mandat a démarré le 23 mai dernier. Et comme vous le dites, nous sommes dans les 100 premiers jours. Disons, les 100 premiers jours sont en train d'être réalisés. Et vous voulez savoir ce qui est fait dans cette période. En 100 jours, sur 5 ans, il serait un peu difficile de dire que beaucoup de choses sont réalisées. Surtout que le PAG du deuxième mandat n'est pas encore rendu public. Il est en élaboration et sera finalisé sous peu. Alors il faut donc retenir simplement qu'actuellement, les projets qui ont été lancés lors du premier mandat et qui ne sont pas encore achevés continuent d'être mis en œuvre. Donc, pendant les 100 jours passés, ces projets continuent d'être mis en œuvre pour être conduits à leur terme. Et ensuite, les difficultés sanitaires auxquelles le Bénin est confronté, comme tous les pays du monde entier, font que le gouvernement a dû prendre quelques mesures pour pouvoir non seulement accompagner, appuyer certaines entreprises qui seraient négativement impactées par la COVID-19. Et en dehors de cela, des dispositions sont en train d'être prises au niveau de chaque secteur pour que d'ici à là, le peuple béninois soit fixé sur les grandes lignes qui vont impacter le pays dans les 5 années prochaines. Dans les 5 prochaines années, vous avez parlé à l'instant des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la COVID-19. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes de ces mesures que le gouvernement a prises et comment elles vont contribuer à soulager les peines des populations? Bon, il y a la subvention qui est prévue pour les entreprises. Les entreprises qui sont négativement impactées par la COVID-19. Vous savez, tout récemment, le gouvernement a dû revenir sur les dispositions qui ont été prises l'année dernière, mais pas dans la même hauteur. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait eu confinement pour une certaine zone donnée du pays. Et presque toutes les activités ont été interdites plutôt. Mais cette fois-ci, le gouvernement, comme à son habitude, prend des mesures pour éviter aux populations beaucoup de souffrance. Donc,
malgré cette volonté d'éviter des souffrances, le gouvernement est conscient que plusieurs entreprises en seront négativement impactées. Et donc, la décision est prise d'accompagner ces entreprises dans les manques à gagner qu'ils auraient subis pour, pour les effets de la Covid-19. Mais en dehors des entrepreneurs. Bon, non, en dehors des entrepreneurs, pour le moment, les mesures que prend le gouvernement vont d'abord dans le sens d'éviter que la contamination se généralise dans le pays. Ce qui a aussi un coût qu'on ne constate pas, qu'on ne remarque pas, puisque les vaccins qui sont sur le terrain s'achètent. Même si des partenaires au développement nous appuient pour mettre à la disposition de notre pays des vaccins, le Bénin aussi en achète pour permettre que tous les Béninois puissent se vacciner. Puisque si les gens sont vaccinés, c'est que les effets de la Covid seront atténués et les activités pourront davantage se développer, se réaliser, et on ne parlera pas tellement d'impact négatif. Donc, il y a d'abord les vaccins qui sont disponibles sur le terrain en dehors d'AstraZeneca, dont le stock était... il y avait eu rupture de stock quelque temps, mais bientôt, ce sera disponible sur le terrain. Mais après, en dehors de ça, il y a d'autres vaccins qui existent pour lesquels les populations sont invitées à se faire vacciner. C'est déjà des mesures pour éviter que les populations soient en grand nombre contaminées, ce qui risque d'avoir des effets négatifs sur l'économie du pays. Il y a aussi, toujours dans le cadre de la Covid-19, voyez-vous, les actions que le gouvernement mène ne sont pas toujours portées à la place publique et ne sont pas souvent constatées matériellement. Or, le commun des mortels, les citoyens, apprécient en fonction de ce qu'ils constatent matériellement, ce qu'ils ont vécu dans leur existence personnelle. Tant qu'ils n'ont pas fait de tels constats, ils ne se rendent pas compte de ce qui se fait. Sinon, il y a des actions... Lesquelles, par exemple, citez-nous-en quelques-unes. Bon, non, en dehors de cette subvention, il y a que ça là, ce n'est pas lié à la Covid-19. Oui. Mais c'est aussi une action du gouvernement par rapport aux artisans. Depuis que le Bénin existe, ce secteur n'a jamais fait l'objet d'une attention d'un gouvernement pour les constituer en un corps, afin qu'on connaisse combien ils sont, quels sont leurs problèmes, en vue de leur apporter des soutiens. Il y avait eu déjà une première phase d'enregistrement, et comme les Béninois sont habitués à des propos non tenus, ils n'y ont pas cru. Disons, certains n'y ont pas cru et donc ne s'étaient pas inscrits. Le gouvernement a accepté ou alors a décidé d'ouvrir une nouvelle phase d'inscription de ces artisans pour avoir une idée précise du nombre des artisans qu'il y a dans notre pays, les activités qu'ils mènent dans le pays, les problèmes auxquels ils se trouvent confrontés en vue de leur apporter des soutiens, des appuis et
leur faciliter l'exercice de leur métier. Ce pas des choses qui sont très vite visibles, mais quand on jette un regard sur le passé, on peut se rendre compte que c'est la première fois que ce secteur va être organisé et suivi, appuyé, soutenu par le gouvernement. C'est une action importante, mais que tout le monde n'apprécie pas encore à sa juste valeur. Mais nous sommes convaincus que dès que le gouvernement sera dans la phase active d'accompagnement de ce secteur, les gens se rendront compte que quelque chose est en train d'être fait. Alors, autre initiative du gouvernement durant ces 100 premiers jours, qui est peut-être une suite du PAG. Ah non, il y en a tellement. Qui, quand même, apporte un mieux-être aux populations. Bien sûr. Vous avez appris, les presses en ont fait cas par rapport aux cantines dans les écoles primaires. Cette année, et d'ailleurs comme chaque fois, le nombre d'écoles impactées par les cantines scolaires a augmenté. Et la vision du gouvernement, c'est d'arriver à couvrir toutes les écoles sur le plan national à 100%. Donc chaque année, le nombre augmente. Or, quand on parle de cantine scolaire, pour plusieurs Béninois, c'est comme si rien ne se fait. Non, beaucoup de choses se font parce que le fait d'offrir aux enfants un repas chaud par jour, cela évite certaines dépenses aux parents. Et c'est là qu'on peut sentir. Ça ne veut pas dire que les parents n'ont plus rien à dépenser. Non, mais ça va diminuer. Et des équipes sont déjà déployées sur le terrain pour d'abord vérifier comment faire le point de l'année dernière et voir un peu dans quelle mesure la rentrée, une fois démarrée, comment faire pour que ces cantines fonctionnent dès le premier jour. C'est des dispositions qui se font, qui se prennent pour qu'il n'y ait pas rupture, pour qu'à la rentrée, on n'ait pas à attendre plusieurs semaines avant que cette activité soit effective. Il y a aussi, oui, en dehors de cela, il y a la cité ministérielle dont la construction est lancée, et ça c'est à Cotonou ici. Tout le monde peut percevoir. C'est vrai que comme c'est un chantier en cours, l'accès n'est pas ouvert au public, mais on peut constater que des travaux ont démarré à tel endroit. C'est au niveau de l'OTB, et entre l'OTB et le tribunal, jusqu'à la voie de l'aéroport de l'autre côté. Donc, ces travaux sont lancés. Justement, une petite digression. Quel serait l'intérêt de cette cité ministérielle? Peut-être que vous ne le saviez pas. Les ministères sont éparpillés partout. Ça peut paraître curieux, mais c'est réel. Plusieurs ministères ont des directions éparpillées. Ça ne facilite pas, n'est-ce pas, le travail interne. Alors, lorsque il y aura une cité ministérielle où presque tous les ministères seront installés avec toutes les directions intégrées, vous ne voyez pas que cela va faciliter le travail, puisque
dans ce ministère, le travail est toujours collégial. Oui ou non? Donc, il y aura une certaine célérité des travaux, il y aura une certaine célérité administrative qui va permettre que, eh bien, l'usager soit beaucoup plus satisfait, que l'usager, que constituent les citoyens, eh bien, obtiennent beaucoup plus de satisfaction que d'avoir à faire le tour de Cotonou. C'est très important. Il y a des ministères qui sont en location carrément. Bon. Avant la rupture, ces cas étaient légion. Mais depuis, le gouvernement essaye de voir des bâtiments, parce qu'il y a des bâtiments administratifs qui étaient abandonnés. Et au même moment, on avait besoin de bâtiments. Donc, depuis l'avènement de la rupture, la location n'est pas l'option du gouvernement. Donc, les bâtiments administratifs qui étaient abandonnés, qui étaient en ruine, sont réfectionnés pour abriter, pour le moment, eh bien, certains ministères et aussi certaines structures de l'État. Mais ce n'est pas encore ça. Vous avez vu, la Cour constitutionnelle a été rénovée. La plupart de nos structures ont besoin, n'est-ce pas, que leurs bâtiments soient rénovés. Et là, s'il faut détruire et construire, puisque pendant que les travaux se font, il faut déloger les gens et les installer où? Donc, le gouvernement a pris l'option de construire une cité administrative pendant que la cité est en construction. Eh bien, les structures fonctionnent normalement dans leurs bâtiments respectifs. Jusqu'à ce qu'après ils puissent avoir Voilà. un déménagement. Alors, autre action qui a été menée par l'administration Talon durant ces 3 premiers mois de son quinquennat. Non, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas dire que vous avez dit que c'est toujours suite, la suite. oui, Voilà, le PAG 1, c'est la suite. mais qui a été fait et qui, quand même, n'est pas assez visible, par exemple. Vous avez parlé de la cité ministérielle, vous avez cité... Il y a aussi la cité administrative qui se construit à Calavi. Elle est la différence de la cité ministérielle. Bien différent. Et quelle est la différence, quelle est la nuance? Là, sera les structures, puisque en dehors des ministères, il y a d'autres structures de l'État qu'on installe dans des bâtiments, et ici et là, les directions départementales, les directions qui relèvent des institutions de l'État, etc. Il y a un autre programme qui concerne la cité administrative et qui est en construction à Calavi. Il y a aussi l'hôpital de référence. L'hôpital de référence qui sera toujours construit à Calavi. Et les travaux sont en cours? Les travaux, non. Je ne peux pas dire avec précision si les travaux sont déjà lancés. Mais je sais que c'est bouclé. C'est bouclé. Vous connaissez l'aéroport. L'aéroport, eh bien, là, il n'y a plus rien qui arrête. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les travaux, le lancement des travaux, c'est déjà pratiquement bouclé, puisque ceux qui sont dans l'emprise sont déjà dédommagés. Les ressources qu'il faut pour lancer les travaux sont déjà bouclées. Donc, bientôt, les travaux de cet aéroport de Glodjigwe, qui sera un aéroport de référence, ces travaux seront visibles. Et c'est toujours on peut dire que c'est dans Calavi parce que c'est dans la commune de Calavi, puisque là, c'est à Glodjigwe. Vous savez que le gouvernement avait pris l'option aussi de construire pour faciliter aux citoyens de pouvoir s'installer sur le plan de logement
le gouvernement a pris l'option de construire des logements, des logements sociaux pour faciliter aux citoyens de pouvoir s'installer dans des bâtiments qui ne sont pas au début les leurs, mais qui, au finish, eh bien, leur seront cédés ou ils deviendront propriétaires. C'est une disposition qui permet aux citoyens d'acquérir l'immeuble, mais de payer progressivement, plutôt que d'être contraint d'avoir à payer en une tranche, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, ces logements sont en train d'être construits. Le directeur général qui s'occupe de ce secteur était intervenu il y a quelques semaines pour rassurer encore les Béninois qui veulent bien profiter de ces offres du gouvernement. Nous n'avons pas connu ces gens. C'est vrai, il y avait eu par le passé des bâtiments qui ont été construits un peu partout sur le territoire national, qu'on appelait toujours logements sociaux, mais qui n'ont pas prospéré. Le gouvernement a pris leçon de tous ces faits pour ne plus avoir les mêmes difficultés. Tomber dans les mêmes travers. Exactement. Donc, bientôt, les travaux à Calavi ont avancé suffisamment. Les travaux ont avancé suffisamment. Alors, autre chose également qui est en cours actuellement dans le pays. Bon, comme je suis au niveau des sports auprès du chef de l'État, je peux évoquer un peu les stades. Les stades, les 22 stades, tout est pratiquement fini. Après les 21, il y a les 22. Non, ce n'était pas 21, c'était 22 stades. Ce n'était pas 21, c'était 22. C'est la première phase. Je préfère me taire sur la deuxième phase pour que le ministre, quand le ministre même, disant en temps opportun, viendra dire au public béninois ce qu'il en est, puisqu'il y a une deuxième phase qui prendra en compte autant de communes, même plus. Je ne vais pas aller très vite en besogne, mais cette première phase est pratiquement conduite à terme. Elle est pratiquement conduite à terme. C'est-à-dire qu'il ne reste que quelques communes dont les travaux ne sont pas encore finis. Non. Les travaux sont pratiquement finis presque partout. Les travaux sont pratiquement finis presque que partout. Alors, dans le domaine maintenant du social, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour améliorer le panier de la ménagère? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour améliorer le vivre ensemble social des Béninois? Bon, quand souvent on parle de social, moi je pense qu'il est besoin de clarifier un peu ce concept. Dans l'esprit de la plupart des Béninois, le social, c'est que le gouvernement va distribuer de l'argent aux citoyens. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se fait jamais comme ça. Ça ne s'est jamais fait comme ça ailleurs. Le social consiste à atténuer les peines des citoyens à travers des subventions. Ça, c'est un aspect des subventions concernant des besoins de première nécessité. On ne le sent pas, mais c'est une réalité. Lorsque le gouvernement subventionne, par exemple, le sucre, le prix du sucre pour le citoyen va baisser. Mais le citoyen ne le sentira pas. C'est pourquoi, des fois, lorsque le gouvernement arrête la subvention dans des domaines donnés, du coup, on constate que le prix monte. Donc,
les subventions continuent de se faire. Mais en dehors des subventions, il y a aussi les prêts, qui constituent aussi un volet du social. Parce que les prêts que le gouvernement octroie, c'est des prêts, à ma connaissance, si mes souvenirs sont bons, qui sont à taux d'intérêt zéro. Ou alors... Vous parlez des microfinances, ça? Oui, bien sûr. D'abord, il y a les dispositions qui permettent un accès facile à ces prêts. Qui permettent que les citoyens puissent y accéder facilement sans trop de protocole. Et que, une fois les capitaux obtenus, eh bien, qu'il n'ait pas à payer des intérêts exorbitants, parce que cela, le citoyen le vit très difficilement. C'est aussi un volet du social. C'est aussi un volet du social. Il y a actuellement, ça fait déjà des mois, pour ne pas dire bientôt un an, au niveau de volet H, il y a, disons, l'aspect qui consiste à faire bénéficier aux citoyens des soins de santé gratuitement. Dans l'étape provisoire, disons, pas provisoire, on est en train on en fait actuellement, on est à l'étape expérimentale où, dans certaines communes, les citoyens qui ont été déjà recensés comme pauvres bénéficient des soins de santé gratuitement. Ce n'est pas seulement les soins de santé primaires, hein, non, soins de santé. Alors, à terme, eh bien, au moins le quart des Béninois bénéficiera de ce programme. À terme, ça veut dire que au moins le quart des Béninois pourra aller se faire soigner dans les hôpitaux publics sans sortir un franc pour les soins de santé. Ça, c'est aussi le social. Ça, c'est aussi le social. Alors, nous allons progresser un peu dans cette émission. Peut-être que, en parlant des attentes pour ce second quinquennat, vous allez peut-être revenir également pour faire des nuances. Mais quelles sont les plus grandes attentes pour ce second quinquennat, selon vous? Bien, vous voulez toujours m'amener à devancer un peu les faits. Non, les grandes attentes, vous savez, au niveau du PAG 2016-2021, il y a certains projets phares qui n'ont pas connu un début de réalisation. C'est vrai, ces projets ne sont pas nombreux, mais ce qui retient l'attention des Béninois, il y a les projets, quelques-uns que je viens de citer, l'hôpital de référence, l'aéroport international, mais il y a aussi le contournement nord de Cotonou. Je ne sais pas si vous en avez une idée. Tout à fait. Le contournement nord de Cotonou. Ces projets connaîtront une réalisation totale pendant le quinquennat en cours. Le projet H n'est pas encore développé dans tous ses aspects. Parce que le projet H, il y a plusieurs volets. Il y a volet formation, volet assurance maladie, volet retraite. Pendant ce quinquennat, ce projet ira à son terme. Ça veut dire que, eh bien, c'est ça qui a commencé déjà avec les artisans. Quand on aura fini avec leur recensement, c'est aussi pour les aider à mieux se faire former, à mieux se former. C'est aussi pour les aider à se former parce que nos artisans ont besoin aussi
des séances de formation, de recyclage, pour répondre convenablement aux attentes de leurs clients, que sont les Béninois, nous tous, pour que les artisans puissent nous offrir des services efficaces, des services, disons, plus ou moins parfaits. Il faut qu'ils soient compétents, qu'ils aient une formation de qualité. Oui. Cela, c'est prévu dans le projet Arche. La formation des artisans, la formation des gens qui ne sont pas dans le secteur de l'État, pour leur permettre d'être à la hauteur des attentes des clients. Alors, dans le secteur de l'éducation, par exemple, depuis qu'on est là, on n'en a pas encore parlé, dans le secteur de l'éducation, quels seront les plus grands exploits? Eh bien, dans le secteur de l'éducation, il faut d'abord noter, comme je le disais par rapport aux artisans, il y a la formation technique et professionnelle qui connaîtra désormais un envol particulier avec la construction des lycées techniques qui connaîtront, disons, un accroissement considérable. C'est-à-dire que le nombre de lycées techniques qu'on construira dans l'intervalle de ce quinquennat, je crois, ça avoisine la centaine. Je ne sais pas, je crois. Une centaine de lycées sera construite dans le pays pour permettre à un grand nombre d'apprenants d'accéder à ces lycées afin d'avoir des formations techniques à court terme. Je peux dire que Oui. je ne surprendrai personne en disant que les entreprises étrangères, quand elles viennent dans le pays, elles ont des difficultés de recrutement de techniciens compétents. Ce n'est même pas les entreprises étrangères. Même nos entreprises nationales ont des difficultés à trouver des techniciens compétents, surtout à l'avènement de la rupture où il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de travaux qui sont lancés ici et là. Eh bien, les ouvriers compétents, les techniciens compétents, on n'en trouve pas à la mesure voulue. Donc, le gouvernement a voulu mettre désormais un accent sur la formation technique et professionnelle. Alors, en dehors de cet aspect, il y a quelques semaines, nos universités nationales connaîtront, avec les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre dans le secteur, nos universités nationales connaîtront désormais une nouvelle forme de gestion. J'ai en son temps lu certains universitaires qui avaient émis des réserves, mais j'étais heureux qu'avec l'explication apportée par les directeurs techniques, tout le monde était à l'aise. À savoir que désormais, les universités seront gérées par des responsables qui auront à leur tête des conseils d'administration. C'est très important. Pourquoi vous jugez que c'est important qu'ils puissent avoir des conseils d'administration à la C'est tête de ces très important universités? parce que ce sont les universitaires eux-mêmes, y compris, il faut ajouter aux universitaires le personnel, les étudiants et autres, qui trouvaient que
le mode qui était en place et qui permettait à élire les responsables n'a pas apporté la satisfaction attendue. C'est les universitaires eux-mêmes qui ont trouvé que ce système est défaillant. Est-ce que vous pensez qu'avec le conseil d'administration au-dessus, il y aura plus de performance et d'efficacité? S'il vous plaît. D'abord, et que tout ce qui était décrié dans nos universités va se dissoudre. Il faut d'abord signaler que c'est le mode de gestion mis en œuvre dans le monde entier par les institutions internationales. Comment? Désormais, ceux qui pensent avoir le bagage requis pour diriger nos universités, eh bien, vont déposer leur dossier. Ces dossiers seront étudiés par des équipes compétentes pour désigner, je crois, 3. Compte tenu de l'offre, compte tenu de des dossiers qu'ils ont présentés, compte tenu de leurs expériences, compte tenu de leurs connaissances des universités, compte tenu de leurs expériences, compte tenu de tout ce qu'ils ont apporté comme maîtrise des réalités des universités, ils seront désignés et le gouvernement choisira. Ce n'est pas là l'important. C'est que chacun, dans son dossier, donne un programme, dit comment lui entend diriger l'université, sur quelle base, sur quel programme. Et c'est en fonction de ces programmes. Ça veut dire que, eh bien, lorsque quelqu'un est retenu, il sera apprécié par rapport au programme. Évidemment, le programme peut connaître quelques modifications, quelques révisions, mais une fois que le programme est validé, l'autorité rectorale a l'obligation, est tenue de rester dans les limites de ce programme et sera appréciée par rapport au programme qui est validé. Il peut donc, eh bien, être en cours de route pour des raisons qui peut-être le motivent. Il peut, n'est-ce pas, il peut en arriver à perdre son poste. Donc, l'autorité sera appréciée sur la base de ses résultats, en fonction de la mise en œuvre du programme qui est retenu. En fonction de la mise en œuvre du programme qui est retenu. Alors, lorsque nous voulons aller encore plus rapidement dans une autre section, nous allons parler brièvement de l'éducation. Est-ce que vous avez encore d'autres mesures dans le secteur de l'éducation? Sinon, on peut passer par exemple au niveau du secteur, l'agriculture. Oui. Au niveau du secteur de l'éducation, en dehors des lycées qui seront construits, en dehors des réformes qui interviennent au niveau des universités nationales, bon, il y a aussi au niveau secondaire, bon, la disposition qui était mise en place pour gérer ce qu'on appelle les vacataires et autres, pour les sécuriser. On les appelle, je crois bien, les aspirants au métier d'enseignant. Pour les sécuriser, pour leur donner beaucoup plus de confiance, pour qu'ils cessent d'être les marionnettes des chefs d'établissement, des directeurs à divers niveaux, qui cessent de courir jusqu'à 100 km pour chercher, n'est-ce pas, à faire des vacations. Ils sont fixés dans un collège. Ils ont un traitement salarial qui ne dépend pas de leur chef d'établissement. Ils sont suivis. Ce n'est pas encore le meilleur des mondes possibles, mais c'est nettement mieux que ce qu'on vivait. Nettement mieux que ce qu'on vivait. Alors, dans le domaine de l'agriculture, qu'est-ce qui sera fait
Quelles sont les ambitions du président Patrice Talon? Vous qui avez quand même lu son projet de société, qui avez soutenu ce projet de société, qui avez quand même travaillé aux côtés du président Patrice Talon jusqu'à présent, aux côtés du président Patrice Talon, quelles sont ses ambitions dans le secteur agricole pour le Bénin? Vous savez, le gouvernement a l'ambition de sortir le secteur agricole de, disons, de son état traditionnel où il était depuis les indépendances. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, notre agriculture est liée à la pluviométrie. C'est-à-dire que nous ne produisons pas quand il n'y a pas eu pluie. Ça fait un aspect. Deuxième aspect, jusque-là, notre agriculture est liée à des moyens essentiellement rudimentaires. La roue, coupe-coupe. Donc, c'est des moyens, disons, les muscles, les forces humaines. On ne peut pas sortir un pays de, je dirais, d'insuffisance alimentaire avec cette forme d'agriculture impossible. Donc le gouvernement a pour ambition de rendre effective la mécanisation agricole. La mécanisation agricole. C'est fondamental. Vous savez, tant que c'est avec les forces humaines, Oui. nous connaissons les limites des forces humaines. On ne peut pas produire pour d'abord assurer l'autosuffisance alimentaire et penser à l'exportation. Ce sont les ambitions du gouvernement. D'abord, assurer l'autosuffisance alimentaire pour que tous les Béninois puissent manger, avoir l'opportunité de manger 3 fois par jour. On en est encore loin. Donc, assurer d'abord cela et ensuite pouvoir l'exporter pour faire rentrer des devises. Donc, la mécanisation est un aspect qui préoccupe le gouvernement. Un aspect qui préoccupe le gouvernement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui préoccupent le gouvernement? Nous avons encore quelques 10 ou 12 petites minutes. Nous allons quand même dire un mot sur le secteur économique et énergétique avant de conclure cette émission. L'énergie, le secteur énergétique. Bon, nous savons que beaucoup d'efforts ont été faits lors du premier quinquennat où le Bénin, depuis 1960, est arrivé à assurer la production énergétique tout au moins à 50%, alors que nous étions pratiquement à 0%. Le Bénin produit lui-même son énergie à hauteur de 50%. Alors, au cours de ce quinquennat, l'ambition, c'est d'assurer la couverture nationale par la production interne en matière énergétique. Les dispositions sont en train d'être prises, vous le savez très bien. L'État 2 est actuellement en cours et d'autres dispositions pour que le secteur énergétique soit conjugué au passé dans notre pays. Pour le moment, malgré les efforts, on vit quelques coupures, mais qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on vivait avant. Le délestage, c'est ça? Oui, avec le délestage. Pourquoi on ne doit pas faire cette confusion? Non, il n'y a plus de délestage au Bénin. Non. Il n'y a plus de délestage. Non. Le délestage, c'est quoi? Le délestage, c'est la volonté de priver une partie de la population de l'énergie pour pouvoir servir d'autres parce que la production énergétique est insuffisante pour pouvoir couvrir tout le monde à la fois. Donc, volontairement, on choisit de priver une partie, pour un moment, d'énergie
pour servir d'autres partis. Et alternativement, c'est ça le délestage. Alors les coupures qu'on vit, c'est des coupures liées, n'est-ce pas, soit pour des travaux de maintenance ou bien pour il arrive que des poteaux tombent sous l'effet du vent ou bien un arbre qui tombe et qui endommage les fils électriques. Eh bien, ce sont ces faits qui créent les coupures que nous vivons. Et justement, la belle preuve est que dès lors que, ces événements malheureux se produisent, immédiatement, on les corrige. Et quand on les corrige, l'énergie est rétablie. L'énergie est rétablie. On ne vit plus de coupures pendant toute une journée, pendant plusieurs journées. Alors, nous allons progresser sur le plan économique. Nous n'avons pas parlé évidemment des performances qui ont été réalisées durant ces 3 premiers mois. C'est vrai que ce n'est pas effectivement appréciable, mais quelles sont les ambitions sur le plan énergétique, par exemple? Sur le plan économique, j'allais dire. Pardon du moins. Sur le plan économique, vous savez, je suis un peu peiné du fait que on n'est pas encore rentré de plein pied dans le programme du gouvernement pour le 2e quinquennat, dans la mesure où ce programme n'est pas encore rendu public. Ce programme n'est pas encore rendu public. Donc, j'ai quelques peines. Vous êtes un peu peiné. Oui. Je sais ce qui se fait, puisque je participe indirectement, je sais bien, mais je ne peux pas me permettre de dire certaines choses tant que ce n'est pas les personnes indiquées, les ministres, parce que c'est les ministres qui conduisent le programme du gouvernement. Et ce que je connais actuellement peut connaître de modifications par la suite, avant la publication. Vous comprenez? On vous aura compris, Joachim Adjagbessi. Je crois que nous n'allons pas encore beaucoup spéculer. C'est ça, c'est ça. Fini? C'est bien ça. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire aux citoyens béninois ce que, selon vous, le rêve de Patrice Talon pour le Bénin pour ces 5 prochaines années. Bon, je constate que nous sommes à la fin. C'est bien ça. Bon, alors, en termes de rêve, je préfère parler de la Covid-19. Parce que ce sujet, ça prend une allure malheureuse par rapport à la vaccination. Je voudrais profiter de cette opportunité que vous m'offrez. Quand on demande aux gens d'aller se vacciner, ils disent non, il y a toute polémique autour. Mais le gouvernement ne peut pas induire le peuple en erreur. Le gouvernement ne peut pas proposer au peuple béninois ce qui va lui nuire, ce qui va le conduire à la mort. Ce n'est pas possible. Alors, les différentes formes de vaccination qui sont déployées sur le terrain, ce sont des vaccinations qui sont validées par l'OMS, l'institution internationale compétente en matière de la santé, pour donner les grandes orientations et se prononcer sur les dispositions à prendre face aux cas spécifiques comme la Covid. Donc ce n'est pas seulement au Bénin que ces vaccins sont utilisés. Il faut constater, tout à l'heure j'ai lu, avant de venir ici, j'ai lu quelqu'un qui se demandait pourquoi la Covid-19 ne tue plus en Chine. Parce que les Chinois se sont fait vacciner. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas autre chose. Le gouvernement, dans son option d'éviter d'aller, je ne sais pas comment il faut le dire, d'éviter avec force, avec violence,
veut que les citoyens volontairement aillent se faire vacciner. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas à nous seuls que nous faisons du tort. Nous faisons du tort à la société parce que nous propageons ainsi, nous devenons ainsi un vecteur de propagation du virus. C'est en cela que ça, c'est une obligation. Nous avons le droit de choisir de nous soigner tel que nous voulons, nous-mêmes, notre santé. Mais voilà que ce mal, si nous le portons, nous pouvons le transmettre à d'autres. Du coup, nous devenons un danger pour la société. C'est aussi simple que ça. Et ces vaccins, le gouvernement les a acquis à coût de milliards. Ne pas le faire, c'est induire le gouvernement en perte, c'est conduire le pays en perte. Ne pas le faire, c'est créer beaucoup de nuisances au gouvernement parce que le gouvernement a besoin que les citoyens se portent bien, que les citoyens soient en bonne santé. Quand nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas contribuer au développement de ce pays. Quand on parle d'effets secondaires, le simple paracétamol que nous avons l'habitude de prendre tous les jours, la plupart ne savent pas combien ce paracétamol est encore dangereux pour la santé lorsque on l'utilise de façon abusive. Il n'y a pas de soins à zéro effet secondaire. Donc, nous sommes déjà dans les effets secondaires depuis toujours. Ce n'est pas avec le coronavirus. Mais il est prouvé que quand on est vacciné, on n'en meurt plus. Sauf si déjà on était contaminé. Parce que le vaccin est préventif. Le vaccin n'a pas un effet curatif. Le vaccin a un effet préventif. Si nous nous sommes vaccinés, nous sommes sûrs de ne pas connaître des cas compliqués. Nous sommes au moins sûrs que même si le virus est dans notre corps, nous n'allons plus développer des pathologies graves. Si les Béninois veulent que le gouvernement s'occupe mieux des problèmes que nous avions déjà, des problèmes de développement, qu'il aille se faire vacciner pour que la COVID-19 cesse de polariser toutes les attentions. On ne peut pas vous dire combien ça coûte pour le gouvernement, combien ça retient tout le gouvernement. Alors que nous avions déjà d'autres problèmes avant le coronavirus. On peut vivre aujourd'hui, puisqu'on se rend compte qu'en réalité, nous sommes embarqués pour vivre avec ce virus pour longtemps. Alors, ce qu'il y a d'abord, c'est le vaccin. Évidemment, tout en continuant à respecter les mesures barrières. Refuser, sincèrement, ce n'est pas bien. Merci à vous, Joachim Adjagwessi. Je rappelle que vous êtes professeur certifié de philosophie, chargé de mission du président de la République et également acteur politique. Chers amis internautes, on retiendra entre autres de cette émission que notre invité nous a fait savoir que le programme d'action du gouvernement du deuxième quinquennat n'est pas encore rendu public. Il est en élaboration et sera présenté au public sous peu. Les projets du premier quinquennat sont en cours et également se sont fait montre au cours de ces 3 premiers mois du second quinquennat du président Patrice Talon. Il a évoqué dans son argumentaire les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la COVID-19, notamment la subvention des entreprises et également des accompagnements au profit des artisans. Et il nous a fait savoir également que le Bénin achète des vaccins pour ce qui est de la riposte contre cette pandémie de la COVID-19 qui met au défi la planète Terre.
Il nous a parlé également au cours de cette émission du recensement au profit des artisans pour des mesures inédites visant à solutionner les problèmes auxquels ils sont confrontés. Pour notre invité, c'est une première fois dans l'histoire du Bénin que ce secteur va être suivi et appuyé. C'est une première fois que ce secteur fait l'attention du gouvernement. Il nous a parlé des dispositions prises pour que les cantines scolaires dans les écoles primaires soient plus efficaces et efficientes. Il nous a parlé également de ce programme des cantines scolaires. Il nous a parlé également des cités ministérielles, de la cité ministérielle dont la construction est lancée pour une célérité administrative. Il nous a fait savoir également qu'est en construction à Abomey-Calavi la cité administrative. Il nous a parlé également que dans la même commune sera construit l'hôpital de référence. Il nous a parlé également que sera lancé dans les prochains jours, pour ne pas dire sera effectif, la construction de l'aéroport de référence de Glodjikwe. Il nous a parlé également de la construction en cours des logements sociaux à Abomey-Calavi et sur le territoire national des 22 stades en construction pour ce qui est de la phase 1 de ce programme. Il nous a défini au cours de cette émission ce qu'on entend par le social. Il nous a parlé des microcrédits aux plus pauvres. Il nous a parlé de l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Il a détaillé ce projet. Il a parlé également de la gratuité des soins de santé. Et parlant des attentes des populations pour ce second quinquennat, il a été un peu très minutieux par rapport à cela parce que, étant donné que le programme d'action du gouvernement pour le second quinquennat n'est pas encore rendu public, il n'a pas voulu beaucoup spéculer, donc il est resté un peu par rapport au sillage du PAG 2016-2021 et il nous a fait savoir qu'il y a des projets phares du programme d'action du gouvernement Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021 qui n'ont pas connu un début au cours de ce premier quinquennat et qui seront effectifs lors de ce second quinquennat, notamment le contournement nord-est de la ville de Cotonou. Il nous a développé l'essence du projet Arche qui sera également renforcé au cours de ce second quinquennat du président Patrice Talon dans le secteur de l'éducation. Il nous a fait savoir que ce secteur sera axé sur la formation technique et professionnelle. Il y aura une centaine de lycées qui seront construits dans le pays. Il a partagé avec nous l'intérêt de la nouvelle forme de gestion instituée dans les universités nationales pour plus de performance. Il nous a partager avec nous également les ambitions du président Patrice Talon dans le secteur agricole et afin de rendre effective la mécanisation agricole dans notre pays, le Bénin. Et nous a fait savoir que le Bénin produit lui-même 50% de sa consommation énergétique et que les ambitions est que le Bénin puisse produire 100% de sa consommation et même en revendre si besoin en serait. Il n'y a plus de délestage au Bénin, nous a confirmé notre chargé de mission du président de la République et nous a fait savoir que les coupures que l'on remarque par moment sont liées aux travaux de maintenance. En fin d'émission, il a sacrifié sa conclusion pour parler de la Covid-19 et de la vaccination. Pour lui, le gouvernement ne peut pas vouloir nuire aux populations. Il a exposé l'intérêt de la vaccination et nous a précisé que le vaccin est préventif et non curatif. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Joachim Adiagbessi. Je rappelle que vous êtes professeur certifié de philosophie, chargé de mission du président de la République et acteur politique. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci pour avoir quand même arrangé votre agenda pour être là ce matin. Le plaisir est partagé. Merci. J'espère qu'on vous reverra encore une fois encore. Bien sûr. Merci à vous également, chers amis internautes, pour l'attention. C'était l'invité de ce dimanche. À très bientôt et bonne suite de programme sur ESAE TV.